Pourquoi je vous parle de ce contact transpolynésien? Eh bien, parce que s'il n'est pas du tout avéré à des époques anciennes, on a quand même quelques petites choses intéressantes, notamment à travers des éléments présents, sur le continent américain, par exemple les patates douces. Les patates douces, eh bien, on sait qu'elles sont originaires, de l'Amérique du Sud, mais pour autant, on va les trouver aussi à Hawaï, aux îles Cook, en Nouvelle-Zélande et donc à une époque bien antérieure à l'arrivée de Magellan et la découverte du Pacifique, puisqu'on les a on a des traces de présence de patates douces entre 1000 et 1400 après Jésus-Christ. Le nom local que l'on donne à ces patates douces, c'est Kumara, qui ressemble beaucoup au nom quechua qu'il leur est donné localement. Et on a mis en évidence, en fait, eh bien, que ces patates douces, en étudiant justement les gènes des tubercules, on a montré qu'il existait deux groupes différents, un groupe qui viendrait du Pérou, un autre d'Amérique centrale, et ces gènes ayant été comparés aux échantillons qui avaient été collectés par les explorateurs du XVIIIe en Polynésie, eh bien, on a pu avoir les relations entre les deux. Et on sait que la patate douce de Hawaï aurait divergé de son ancêtre américain il y a à peu près 1 million d'années. Donc la présence en fait de cette patate douce pourrait s'expliquer par une dispersion naturelle qui aurait été faite par le vent, par la mer et les oiseaux, même si on a quand même plus de 5000 km entre les deux. Donc on aurait une migration de cette patate douce depuis la partie équatorienne péruvienne vers la Polynésie et ensuite une redistribution à travers les autres îles polynésiennes. Ça ne veut pas dire qu'il y ait eu des contacts trans-pacifiques humains qui auraient amené cette patate douce, mais peut-être une dispersion naturelle. Néanmoins, on a d'autres éléments assez surprenants, comme par exemple sur la carte que je vous montre ici, dans le site de El Arenal au Chili, on a retrouvé des os de poulet. Or, on sait que le poulet n'était pas connu sur le continent américain avant l'arrivée des Espagnols. Et ce poulet est présent, en fait, 3000 ans avant Jésus-Christ sur les îles de Vanuatu, les îles Tonga. Et l'étude des os qu'on a récupérés sur le site d'El Arenal et dans le centre du Chili indique que, justement, les poulets sont associés à ces espèces polynésiennes et qu'ils étaient présents entre le XIVe siècle et le XVe siècle, avant l'arrivée des Espagnols. Et les Espagnols parlent aussi de la présence de ces poulets. Donc on en a déduit que les os des poulets d'El Arenal au Chili auraient une origine polynésienne, notamment celle des îles Samoa. Alors, est-ce que cela voudrait dire que des poulets sont arrivés avec des navigateurs venant des îles polynésiennes? Eh bien, peut-être. En tous les cas, c'est une indication d'un contact qui, encore une fois, n'est pas très ancien, puisque on sait qu'il était présent donc vers le XIVe et le XVe siècle avant l'arrivée des Espagnols, mais peut-être un contact plus récent. Et finalement, dans la partie nord du continent, dans la région de la Californie, eh bien, on a une présence d'un bateau qu'on appelle le tomolo, que vous voyez ici représenté sur votre droite, qui a une particularité, c'est qu'il est cousu avec des planches selon une technique polynésienne, sauf que ce bateau, eh bien, on le trouve dans les îles habitées par les Indiens Chumash, qui l'utilisaient pour faire du cabotage le long de la côte, et les Occidentaux qui vont découvrir cette partie de l'Amérique du Nord vont s'émerveiller de voir à quel point ces bateaux sont admirablement bien réalisés. Et à l'époque, eh bien, les autres nations avaient des bateaux qui étaient plutôt faits à partir de troncs évidés ou de roseaux séchés attachés ensemble. Mais cette technique d'utiliser des planches et de les coudre les unes avec les autres est vraiment propre à ces Indiens Chumash, sauf qu'on retrouve exactement la même technique du côté polynésien. Donc là encore, est-ce qu'il y aurait eu un contact transpacifique entre Hawaï, par exemple, et la zone nord-américaine? Ça reste une hypothèse. Certains scientifiques disent qu'il y aurait eu des vagues de migration vers 700 de notre ère qui seraient venues de la Polynésie centrale,
et qui aurait amené des techniques justement de ces planches cousues, de ces harpons composites également qui marchent avec ces embarcations. Et puis peut-être une autre plus récente, vers 1300, qui serait venue plus spécifiquement d'Hawaï et qui aurait amené à une amélioration de ces techniques, en tous les cas un échange de bons procédés et de savoir-faire. Donc voilà, ce sont des hypothèses que l'on a qui permettent d'avoir une relation entre la Polynésie et l'Amérique, mais à des époques en fait qui sont beaucoup plus récentes. Un autre élément intéressant, c'est cette hache qu'on appelle la toki, qui appartient aux Indiens Mapuche de la région du sud du Chili. Et il se trouve que cette hache, eh bien, c'est exactement la même que l'on trouve chez certaines populations maoris du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc là aussi, on ne s'explique pas la relation entre les deux, mais on ne peut que constater quand même la ressemblance dans la façon de tailler ces haches et aussi de les utiliser parce que ce sont des instruments de guerre. L'autre hypothèse de contact, eh bien, elle vient à travers la détection qui a été faite en Amérique du Nord d'une pointe de flèche qu'on qualifie de solutréenne, qui est une pointe de flèche taillée de façon très particulière des deux côtés. Donc c'est un biface qui est très fine, comme vous le voyez ici sur la photo. Et cette pointe solutréenne, eh bien, elle est très connue en Europe, puisque nous en avons dans le sud de la France, on la retrouve aussi dans le nord de l'Espagne. Et donc les scientifiques américains, Denis Stanford et Bruce Bradley, qui ont découvert ces pointes de flèche aux États-Unis, sont venus en Europe pour comparer leur matériel avec le nôtre, et on s'est rendu compte qu'effectivement, on était sur la même technique de réalisation de pointes solutréennes. Donc, du coup, les esprits se sont un peu échauffés, et certains ont suggéré la possibilité d'une migration depuis l'Europe vers l'Amérique au moment de l'époque glaciaire. Du coup, l'Atlantique était beaucoup plus réduit, puisque les glaces s'étendaient davantage sur la superficie de la mer, et qu'en marchant sur cette sorte de banquise et en naviguant sur une partie du trajet, eh bien, certaines populations européennes auraient pu arriver jusqu'aux États-Unis. Voyage quand même qui paraît extrêmement compliqué, parce qu'on ne sait pas de quels moyens techniques ils disposaient à l'époque. Et puis surtout parce que les détracteurs de cette hypothèse disent, eh bien, si on a été capable d'inventer la technique du solutréen en Europe, ils n'étaient pas plus bêtes du côté américain et ils ont très bien pu l'inventer aussi du côté américain. Forcément, ça se tient comme argument. Et puis, on a un site qui a été découvert en 1969 dans le Montana, qu'on appelle la cache de Hanzik. Et dans cette cache, on a retrouvé le squelette d'un petit enfant de 2 ans. Et sur le squelette, un ensemble de dépôts d'offrandes, comme vous le voyez ici, constitués par tout un ensemble de pierres taillées, de percuteurs, de grattoirs, de projectiles. Et on a réussi à faire une analyse ADN des restes de cet enfant. Et on s'est aperçu qu'en fait, le génome de cet enfant était à 80% semblable à celui de tous les autres populations amérindiennes. Ce qui voulait dire que l'enfant d'Hanzik se présenterait comme l'ancêtre du reste des populations amérindiennes. Et il est daté de l'époque Clovis, c'est-à-dire vers donc 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ça remet en question le contact européen, ça remet en question le contact polynésien, parce qu'il semblerait que eh bien, les populations amérindiennes actuelles soient les descendants des populations qui sont venues depuis l'Asie. Et du côté de la Sibérie, on a d'autres sites où on a retrouvé des restes humains qui ont été analysés. Et il se trouve par exemple que l'enfant de Hanzik a un tiers de son patrimoine génétique qui est en commun avec des restes humains qu'on a trouvés du côté de la Sibérie. Donc ça voudrait dire qu'en fait, on a un patrimoine génétique qui est beaucoup plus important du côté de la culture Clovis que d'autres côtés, et des groupements qui du coup sont un petit peu à remettre en question. Mais tout le monde est d'accord à l'heure actuelle pour dire que la culture Clovis n'est pas la première culture américaine, mais qu'on a d'autres populations qui sont antérieures, mais faire la liaison entre les deux est quelque chose qui reste encore un peu compliqué d'un point de vue génétique et d'un point de vue culturel également, de savoir comment ce patrimoine s'est transmis. À la fin de cette époque glaciaire, ou cette époque du Pléistocène,
on a une faune quand même qui est un peu particulière, que vous voyez ici, qu'on appelle la mégafaune du Pléistocène, c'est-à-dire les mammouths laineux, les ours à tête plate, des paresseux géants, des tigres à dents de sabre, des tatous géants, des antilopes géantes. Bref, en fait, les mêmes animaux qu'on a maintenant, hormis les mammouths, mais de façon beaucoup plus importante, c'est-à-dire des géants. Et cette faune du Pléistocène, eh bien, elle va disparaître à partir de 8000 ans avant Jésus-Christ, et cette disparition va faire l'objet de tout un débat, puisqu'on va rendre l'homme coupable de la disparition de la faune du Pléistocène. Or, l'homme à l'époque n'est pas assez important sur le continent pour pouvoir vraiment intervenir dans ce processus de développement de cette faune. Par contre, on se rend compte que ces géants de l'époque Pléistocène avaient un patrimoine génétique, enfin, avaient du moins des coutumes en matière d'alimentation qui étaient très précises. Par exemple, les mammouths ne se nourrissaient que de cette herbe à mammouth très particulière, mais ils avaient des périodes de reproduction et de gestation qui étaient très longues. Donc, au moment du réchauffement climatique, cette herbe à mammouth disparaît. Les périodes de gestation étant très longues et très délicates, et les mammouths, par exemple, ne donnant naissance qu'à un seul bébé à la fois, eh bien, on met en péril la reproduction de l'espèce. Ce que l'on sait à présent, c'est que tous ces animaux vont non pas disparaître, mais être remplacés par des animaux plus petits qui vont s'habituer à un changement écologique profond et à un réchauffement du coup climatique qui perdure encore à l'heure actuelle, mais qui va donc bouleverser en quelque sorte leur vie. Et l'homme à cette époque-là n'est pas exempt de ce bouleversement, puisqu'on va s'apercevoir que les pointes de flèches ne sont plus aussi grosses, ne sont plus aussi importantes, elles rapetissent, elles deviennent beaucoup plus spécifiques, et elles sont destinées à être produites pour chasser tel ou tel gibier dans tel ou tel contexte.